Les combles avaient été remplacés par les surnoms. Au fond, c'était toujours le vieil à peu près, mais comme le surnom était à la mode, on ne s'en apercevait pas. Malheureusement pour sa niète, quand ces à peu près n'étaient pas de lui et d'habitude inconnus au petit noyau, il les débitait si timidement que, malgré le rire dont il les faisait suivre pour signaler leur caractère humoristique, personne ne les comprenait. Et si au contraire le mot était de lui, comme il l'avait généralement trouvé en causant avec un des fidèles, celui-ci l'avait répété en se l'appropriant. Le mot était alors connu, mais non comme étant de sa niète. Aussi, quand il glissait un de ceux-là, on le reconnaissait, mais parce qu'il en était l'auteur, on l'accusait de plagiat. Or donc, continua Brichot, bec en normand est ruisseau. Il y a l'abbaye du bec, Maubec, le ruisseau du Marais, mort ou mer, voulait dire Marais comme dans Morville ou dans Bricmar, Alvimar, Cambremer, Bricmer, le ruisseau de la hauteur, venant de Brigat, lieu fortifié comme dans Bricqueville, Bricbosque, le Bric, Brillant, ou bien Brice, pont, qui est le même que Bruck en allemand, Innsbruck, et qu'en anglais Bridge, qui termine tant de noms de lieux Cambridge, etc. Vous avez encore en Normandie bien d'autres becs, Caudebec, Bolbec, le Robec. Le bec est loin, Becquerel. C'est la forme normande du germain Bach, Offenbach, Hanspach. Varugbec, du vieux mot Varennes, qui, équivalent de Garenne, bois, étant réservé. Quant à Dalle, reprit Brichot, c'est une forme de Tal, vallée. Darnental, Rosendahl, et même jusque près de Louviers, Becdal. La rivière qui a donné son nom à du bec est d'ailleurs charmante. Vue d'une falaise, Fels en allemand, vous avez même, non loin d'ici, sur une hauteur, la jolie ville de Falaise. Elle voisine les flèches de l'église, située en réalité à une grande distance, et a l'air de les refléter. Je crois bien, dis-je, c'est un effet qu'Elstir aime beaucoup, j'en ai vu plusieurs esquisses chez lui. Elstir, vous connaissez Tiche, s'écria madame Verdurin. Mais vous savez que je l'ai connu dans la dernière intimité. Grâce au ciel, je ne le vois plus. Non, mais demandez à Cottard, à Brichot. Il avait son couvert mis chez moi, il venait tous les jours. En voilà un dont on peut dire que ça ne lui a pas réussi de quitter notre petit noyau. Je vous montrerai tout à l'heure des fleurs qu'il a peintes pour moi. Vous verrez quelle différence avec ce qu'il fait aujourd'hui et que je n'aime pas du tout, mais alors, pas du tout. Mais comment? Je lui avais fait faire un portrait de Cottard sans compter tout ce qu'il a fait d'après moi. Et il avait fait au professeur des cheveux mauves, dit madame Cottard, oubliant qu'alors son mari n'était pas agrégé. Je ne sais, monsieur, si vous trouvez que mon mari a des cheveux mauves. Ça ne fait rien, dit madame Verdurin, en levant le menton d'un air de dédain pour madame Cottard et d'admiration pour celui dont elle parlait. C'était d'un fier coloriste, d'un bon peintre. Tandis que, ajouta-t-elle en s'adressant de nouveau à moi, je ne sais pas si vous appelez ça de la peinture, toutes ces grandes diablesses de composition, ces grandes machines qu'il expose depuis qu'il ne vient plus chez moi. Moi, j'appelle cela du barbouillé. Ah, c'est d'un poncif, et ça manque de relief, de personnalité. Il y a de tout le monde là-dedans. Il restitue avec grâce le du XVIIIe siècle, mais moderne, dit précipitamment Siannette, tonifié et remis en selle par mon amabilité. Mais j'aime mieux elle. Il n'y a aucun rapport avec elle, dit madame Verdurin. Si, c'est du XVIIIe siècle fébrile, c'est un watteau à vapeur. Et il se mit à rire. Oh, connu, alors archi connu. Il y a des années qu'on me le resserre, dit monsieur Verdurin, à qui en effet Ski l'avait raconté autrefois, mais comme fait par lui-même. Ah, ce n'est pas de chance que pour une fois que vous prononcez intelligiblement quelque chose d'assez drôle, ce ne soit pas de vous. Ça me fait de la peine, dit madame Verdurin, parce que c'était quelqu'un de doué. Il a gâché un joli tempérament de peintre. Ah, s'il était resté ici, mais il serait devenu le premier paysagiste de notre temps. Et c'est une femme qui l'a conduit si bas. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, car l'homme était agréable mais vulgaire. Au fond, c'est un médiocre. Je vous dirais que je l'ai senti tout de suite. Dans le fond, il ne m'a jamais intéressé. Je l'aimais bien, c'est tout. D'abord, il était d'un sale.
Vous aimez beaucoup ça, vous, les gens qui ne se lavent jamais? Qu'est-ce que c'est que cette chose si jolie de thon que nous mangeons demanda Ski. Cela s'appelle de la mousse à la fraise, dit madame Verdurin. Mais c'est ravissant! Faudrait faire déboucher des bouteilles de Château Margaux, de Château Lafite, de Porto. Je ne peux pas vous dire comme il m'amuse. Il ne boit que de l'eau, dit madame Verdurin, pour dissimuler, sous l'agrément qu'elle trouvait à cette fantaisie, l'effroi que lui causait cette prodigalité. Mais ce n'est pas pour boire, reprit Ski. Vous en remplirez tous vos verres. On apportera de merveilleuses pêches, d'énormes brugnons, là, en face du soleil couché. Ça sera luxuriant comme un beau Véronèse. Ça coûtera presque aussi cher, murmura monsieur Verdurin. Mais enlevez ces fromages si vilains de thon, dit-il, en essayant de retirer l'assiette du patron qui défendit son gruyère de toutes ses forces. Vous comprenez que je ne regrette pas Elstir, me dit madame Verdurin. Celui-ci est autrement doué. Elstir, c'est le travail, l'homme qui ne sait pas lâcher sa peinture quand il en a envie. C'est le bon élève, la bête à concours. Ski, lui, ne connaît que sa fantaisie. Vous le verrez allumer sa cigarette au milieu du dîner. Au fait, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas voulu recevoir sa femme, dit Cottard. Il serait ici comme autrefois. Dites donc, voulez-vous être poli, vous? Je ne reçois pas de gourgandine, monsieur le professeur, dit madame Verdurin, qui avait, au contraire, fait tout ce qu'elle avait pu pour faire revenir Elstir, même avec sa femme. Mais, avant qu'ils fussent mariés, elle avait cherché à les brouiller. Elle avait dit à Elstir que la femme qu'il aimait était bête, sale, légère, avait volé. Pour une fois, elle n'avait pas réussi la rupture. C'est avec le salon Verdurin qu'Elstir avait rompu. Et ils s'en félicitaient comme les convertis bénissent la maladie ou le revers qui les a jetés dans la retraite et leur a fait connaître la voie du salut. « Il est magnifique, le professeur, dit-elle. Déclarez plutôt que mon salon est une maison de rendez-vous. Mais on dirait que vous ne savez pas ce que c'est que madame Elstir. Non, j'aimerais mieux recevoir la dernière des filles. Ah non, je ne mange pas de ce pain-là. D'ailleurs, je vous dirais que j'aurais été d'autant plus bête de passer sur la femme que le mari ne m'intéresse plus. C'est démodé, ce n'est même plus dessiné. C'est extraordinaire pour un homme d'une pareille intelligence, dit Cottard. Ah non, répondit madame Verdurin. Même à l'époque où il avait du talent, car il en a eu, le gredin, et à revendre. Ce qui agaçait chez lui, c'est qu'il n'était aucunement intelligent. Madame Verdurin, pour porter ce jugement sur Elstir, n'avait pas entendu leur brouille et qu'elle n'aimait plus sa peinture. C'est que, même au temps où il faisait partie du petit groupe, il arrivait qu'Elstir passait des journées entières avec telle femme qu'à tort ou à raison, madame Verdurin trouvait bécasse, ce qui, à son avis, n'était pas le fait d'un homme intelligent. Non, dit-elle d'un air d'équité, je crois que sa femme et lui sont très bien faits pour aller ensemble. Dieu sait que je ne connais pas de créature plus ennuyeuse sur la terre et que je deviendrais enragée s'il me fallait passer 2 heures avec elle. Mais on dit qu'il la trouve très intelligente. C'est qu'il faut bien l'avouer, notre Tiche était surtout excessivement bête. Je l'ai vue épatée par des personnes que vous n'imaginez pas, par de braves idiotes dont on n'aurait jamais voulu dans notre petit clan. Eh bien, il leur écrivait, il discutait avec elle, lui, Elstir. Ça n'empêche pas des côtés charmants. Ah oui, charmant et délicieusement absurde, naturellement. Car madame Verdurin était persuadée que les hommes vraiment remarquables font 1000 folies. Idées fausses où il y a pourtant quelque vérité. Certes, les folies des gens sont insupportables, mais un déséquilibre qu'on ne découvre qu'à la longue est la conséquence de l'entrée dans un cerveau humain de délicatesse pour lesquelles il n'est pas habituellement fait, en sorte que les étrangetés des gens charmants exaspèrent, mais qu'il n'y a guère de gens charmants qui ne soient, par ailleurs, étranges. « Tenez, je vais pouvoir vous montrer tout de suite ces fleurs, me dit-elle, en voyant que son mari lui faisait signe qu'on pouvait se lever de table. Et elle reprit le bras de M. de Cambremer. M. Verdurin voulut s'en excuser auprès de M. de Charlus dès qu'il eut quitté Mme de Cambremer et lui donner ses raisons, surtout pour le plaisir de causer de ces nuances mondaines avec un homme titré momentanément l'inférieur de ceux qui lui assignaient la place à laquelle il jugeait qu'il avait droit. Mais d'abord il tint à montrer
à M. de Charlus qu'intellectuellement il l'estimait trop pour penser qu'il pût faire attention à ces bagatelles. « Excusez-moi de vous parler de ces riens, commença-t-il, car je suppose bien le peu de cas que vous en faites. Les esprits bourgeois y font attention, mais les autres, les artistes, les gens qui en sont vraiment, s'en fichent. Or j'ai compris que vous en étiez. » M. de Charlus, qui donnait à cette locution un sens fort différent, eut un haut-le-corps. Après les œillades du docteur, l'injurieuse franchise du patron le suffoquait. « Ne protestez pas, cher monsieur. Vous en êtes. C'est clair comme le jour, reprit M. Verdurin. Remarquez que je ne sais pas si vous exercez un art quelconque, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas toujours suffisant. Desgranges, qui vient de mourir, jouait parfaitement avec le plus robuste mécanisme, mais n'en était pas. On sentait tout de suite qu'il n'en était pas. Brichot n'en est pas. Ma femme en est. Morel en est. Je sens que vous en êtes. Qu'alliez-vous me dire, interrompit M. de Charlus, qui commençait à être rassuré sur ce que voulait signifier M. Verdurin, mais qui préférait qu'il criât moins haut ces paroles à double sens. « Nous vous avons mis seulement à gauche, » répondit M. Verdurin. M. de Charlus, avec un sourire compréhensif, bonhomme et insolent, répondit « Mais voyons, cela n'a aucune importance ici. » Un rire, il eut un petit rire qui lui était spécial, un rire qui lui venait probablement de quelque grand-mère bavaroise ou lorraine qui le tenait elle-même tout identique d'une aïeule, de sorte qu'il sonnait ainsi inchangé depuis pas mal de siècles dans de vieilles petites cours de l'Europe, et qu'on goûtait sa qualité précieuse comme celle de certains instruments anciens devenus rarissimes. Il y a des moments où, pour peindre complètement quelqu'un, il faudrait que l'imitation phonétique se joignît à la description, et celle du personnage que faisait M. de Charlus risque d'être incomplète par le manque de ce petit rire si fin, si léger, comme certaines œuvres de Bach ne sont jamais rendues exactement, parce que les orchestres manquent de ces petites trompettes au son si particulier pour lesquelles l'auteur a écrit telle ou telle partie. « Mais, expliqua M. Verdurin blessé, c'est à dessein. Je n'attache aucune importance au titre de noblesse, ajouta-t-il avec ce sourire dédaigneux que j'ai vu tant de personnes que j'ai connues à l'encontre de ma grand-mère et de ma mère, avoir pour toutes les choses qu'elles ne possèdent pas devant ceux qui, ainsi pense-t-il, ne pourront pas se faire, à l'aide d'elles, une supériorité sur eux. Mais enfin, puisqu'il y avait justement M. de Cambremer et qu'il est marquis, comme vous n'êtes que baron, permettez, répondit M. de Charlus avec un air de hauteur à M. Verdurin, étonné. Je suis aussi duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince d'Oléron, de Carency, de Viazeggio et des Dunes. D'ailleurs, ça ne me fait absolument rien. Ne vous tourmentez pas, ajouta-t-il en reprenant son fin sourire qui s'épanouit sur ces derniers mots. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. Madame Verdurin vint à moi pour me montrer les fleurs d'Elstir. Si cet acte devenu depuis longtemps si indifférent pour moi, aller dîner en ville, m'avait au contraire, sous la forme qui le renouvelait entièrement, d'un voyage le long de la côte suivi d'une montée en voiture jusqu'à 200 mètres au-dessus de la mer, procuré une sorte d'ivresse, celle-ci ne s'était pas dissipée à la Raspelière. « Tenez, regardez-moi ça, me dit la patronne, en me montrant de grosses et magnifiques roses d'Elstir, mais dont l'onctueux écarlate et la blancheur fouettée s'enlevaient avec un relief un peu trop crémeux sur la jardinière où elles étaient posées. Croyez-vous qu'il aurait encore assez de pattes pour attraper ça? Est-ce assez fort? Et puis, c'est beau comme matière. Ce serait amusant à tripoter. Je ne peux pas vous dire comme c'est amusant et comme c'était amusant de l'y voir peindre. On sentait que ça l'intéressait de chercher cet effet-là. Et le regard de la patronne s'arrêta rêveusement sur ce présent de l'artiste où se trouvait résumé non seulement son grand talent, mais leur longue amitié qui ne survivait plus qu'en ses souvenirs qu'il lui en avait laissés. Derrière les fleurs autrefois cueillies par lui-même, pour elle-même, elle croyait revoir la belle main qui les avait peintes,
en une matinée, dans leur fraîcheur, si bien que, les unes sur la table, l'autre adossée à un fauteuil de la salle à manger, avaient pu figurer en tête-à-tête pour le déjeuner de la patronne les roses encore vivantes et leurs portraits à demi ressemblants. À demi seulement. Elstir ne pouvant regarder une fleur qu'en la transplantant d'abord dans ce jardin intérieur où nous sommes forcés de rester toujours. Il avait montré dans cette aquarelle l'apparition des roses qu'il avait vues et que sans lui on n'eût connu jamais. De sorte qu'on peut dire que c'est une variété nouvelle dont ce peintre, comme un ingénieur horticulateur, avait enrichi la famille des roses. Du jour où il a quitté le petit noyau, il a été un homme fini. Il paraît que mes dîners lui faisaient perdre du temps, que je nuisais au développement de son génie, dit-elle sur un ton d'ironie, comme si la fréquentation d'une femme comme moi pouvait ne pas être salutaire à un artiste, s'écria-t-elle, dans un mouvement d'orgueil. Tout près de nous, M. de Cambremer, qui était déjà assis, esquissa, en voyant M. de Charlus debout, le mouvement de se lever et de lui donner sa chaise. Cette offre ne correspondait peut-être dans la pensée du marquis qu'à une intention de vague politesse. M. de Charlus préféra y attacher la signification d'un devoir que le simple gentilhomme savait qu'il avait à rendre à un prince et ne crut pas pouvoir mieux établir son droit à cette préséance qu'en la déclinant. Ainsi s'écria-t-il. « Mais comment donc, je vous en prie, par exemple ?» Le ton astucieusement véhément de cette protestation avait déjà quelque chose de fort guermante, qui s'accusa davantage dans le geste impératif, inutile et familier, avec lequel M. de Charlus pesa ses deux mains, et comme pour le forcer à se rasseoir sur les épaules de M. de Cambremer, qui ne s'était pas levé. « Ah voyons, mon cher, » insista le baron, « il ne manquait plus que ça, il n'y a pas de raison. De notre temps, on réserve ça aux princes du sang. » Je ne touchais pas plus les Cambremer que madame Verdurin par mon enthousiasme pour leur maison, car j'étais froid devant les beautés qu'ils me signalaient et m'exaltais de réminiscences confuses. Quelquefois même, je leur avouais ma déception, ne trouvant pas quelque chose conforme à ce que ce nom m'avait fait imaginer. J'indignais madame de Cambremer en lui disant que j'avais cru que c'était plus campagne. En revanche, je m'arrêtais avec extase à renifler l'odeur d'un vent coulis qui passait par la porte. « Je vois que vous aimez les courants d'air, » me dirent-ils. Mon éloge du morceau de lustrine verte bouchant un carreau cassé n'eut pas plus de succès. « Mais quelle horreur !» s'écria la marquise. Le comble fut quand je dis « Ma plus grande joie a été quand je suis arrivée, quand j'ai entendu résonner mes pas dans la galerie. Je ne sais pas dans quel bureau de mairie de village, où il y a la carte du canton, je me crus entrer. Cette fois, madame de Cambremer me tourna résolument le dos. « Vous n'avez pas trouvé tout cela trop mal arrangé ?» lui demanda son mari, avec la même sollicitude apitoyée que s'il se fût informé comment sa femme avait supporté une triste cérémonie. « Il y a de belles choses. Mais comme la malveillance, quand les règles fixes d'un goût sûr ne lui imposent pas de bornes inévitables, trouve tout à critiquer de leur personne ou de leur maison, chez les gens qui vous ont supplanté. Oui, mais elles ne sont pas à leur place, et voir, sont-elles si belles que ça? Vous avez remarqué, dit M. de Cambremer avec une tristesse que contenait quelque fermeté, il y a des toiles de Jouy qui montrent la corde des choses tout usées dans ce salon. Et cette pièce d'étoffe avec ses grandes roses, comme un couvre-pied de paysanne, dit madame de Cambremer, dont la culture toute postiche s'appliquait exclusivement à la philosophie idéaliste, à la peinture impressionniste et à la musique de Debussy, et pour ne pas requérir uniquement au nom du luxe, mais aussi du goût. Et ils ont mis des brise-bises, mais quelle faute de style! Que voulez-vous? Ces gens, ils ne savent pas. Où auraient-ils appris? Ça doit être de gros commerçants retirés. C'est déjà pas mal pour eux. Les chandeliers m'ont paru beaux, dit le marquis, sans qu'on sût pourquoi il acceptait les chandeliers, de même qu'inévitablement, chaque fois qu'on parlait d'une église, que ce fût la cathédrale de Chartres, de Reims, d'Amiens ou l'église de Balbec, ce qu'il s'empressait toujours de citer comme admirable, c'était le buffet d'orgue, la chaire et les œuvres de miséricorde. Quant au jardin, n'en parlons pas, dit madame de Cambremer.
C'est un massacre. Ces allées qui s'en vont toutes guingois. » Je profitais de ce que madame Verdurin servait le café pour aller jeter un coup d'œil sur la lettre que monsieur de Cambremer m'avait remise et où sa mère m'invitait à dîner. Avec ce rien d'encre, l'écriture traduisait une individualité désormais pour moi reconnaissable entre toutes, sans qu'il y eût plus besoin de recourir à l'hypothèse de plumes spéciales que des couleurs rares et mystérieusement fabriquées ne sont nécessaires au peintre pour exprimer sa vision originale. Même un paralysé, atteint d'agraphie, après une attaque et réduit à regarder les caractères comme un dessin sans savoir les lire, aurait compris que madame de Cambremer appartenait à une vieille famille où la culture enthousiaste des lettres et des arts avait donné un peu d'air aux traditions aristocratiques. Il aurait deviné aussi vers quelles années la marquise avait appris simultanément à écrire et à jouer Chopin. C'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle des aimables et d'être aimables et celle dite des 3 adjectifs. Madame de Cambremer les combinait toutes les 2. Un adjectif louangeux ne lui suffisait pas. Elle faisait suivre, après un tiret, d'un second, puis, après un deuxième tiret, d'un troisième. Mais, ce qui lui était particulier, c'est que contrairement au but social et littéraire qu'elle se proposait, la succession des 3 épithètes revêtait, dans les billets de madame de Cambremer, l'aspect non d'une progression, mais d'un diminuendo. Madame de Cambremer me dit, dans cette première lettre, qu'elle avait vu Saint-Loup et avait encore plus apprécié que jamais ses qualités uniques, rares, réelles, et qu'il devait revenir avec un de ses amis, précisément celui qui aimait la belle fille, et que, si je voulais venir avec ou sans eux, dîner à Féterne, elle en serait ravie, heureuse, contente. Peut-être était-ce parce que le désir d'amabilité n'était pas égalé chez elle par la fertilité de l'imagination et la richesse du vocabulaire que cette dame tenait à pousser 3 exclamations, n'avait la force de donner dans la 2e et la 3e qu'un écho affaibli de la première. Qu'il y eût seulement un 4e adjectif, et de l'amabilité initiale, il ne serait rien resté. Enfin, par une certaine simplicité raffinée qui n'avait pas dû être sans produire une impression considérable dans la famille et même le cercle des relations, madame de Cambremer avait pris l'habitude de substituer au mot, qui pouvait finir par avoir l'air mensonger, de sincère, celui de vrai. Et pour bien montrer qu'il s'agissait en effet de quelque chose de sincère, elle rompait l'alliance conventionnelle qui eût mis vrai avant le substantif et le plantait bravement après. Ces lettres finissaient par « Croyez à mon amitié vraie. Croyez à ma sympathie vraie. » Malheureusement, c'était tellement devenu une formule que cette affectation de franchise donnait plus l'impression de la politesse menteuse que les antiques formules au sens desquelles on ne songe plus. J'étais d'ailleurs gênée pour lire par le bruit confus des conversations que dominait la voix plus haute de M. de Charlus, n'ayant pas lâché son sujet et disant à M. de Cambremer « Vous me faisiez penser, en voulant que je prisse votre place, à un monsieur qui m'a envoyé ce matin une lettre en mettant comme adresse à son Altesse le baron de Charlus, et qu'il la commençait par Monseigneur. » « En effet, votre correspondant exagérait un peu, répondit M. de Cambremer en se livrant à une discrète hilarité. M. de Charlus l'avait provoqué, il ne la partagea pas. Mais dans le fond, mon cher, dit-il, remarquez que, héradiquement parlant, c'est lui qui est dans le vrai. Je n'en fais pas une question de personne. Vous pensez bien. J'en parle comme s'il s'agissait d'un autre, mais que voulez-vous? L'histoire est l'histoire. Nous n'y pouvons rien et il ne dépend pas de nous de la refaire. Je ne vous citerai pas l'empereur Guillaume, qui n'a jamais cessé de me donner du Monseigneur. J'ai ouï dire qu'il appelait ainsi tous les ducs français, ce qui est abusif, et ce qui est peut-être simplement une délicate attention qui, par-dessus notre tête, vise la France. Délicate et plus ou moins sincère, dit M. de Cambremer. Ah, je ne suis pas de votre avis, remarquez que, personnellement, un seigneur
de dernier ordre, comme ce Hohenzollern, de plus protestant, et qui a dépossédé mon cousin le roi de Hanovre, n'est pas pour me plaire, ajouta M. de Charlus, auquel le Hanovre semblait tenir plus à cœur que l'Alsace-Lorraine. Mais je crois le penchant qui porte l'empereur vers nous profondément sincère. Les imbéciles vous diront que c'est un empereur de théâtre. Il est au contraire merveilleusement intelligent. Il ne s'y connaît pas en peinture, et il a forcé M. Tschudi de retirer les Elstirs des musées nationaux, mais Louis XIV n'aimait pas les maîtres hollandais, avait aussi le goût de l'apparat, et a été, somme toute, un grand souverain. Encore Guillaume II a-t-il armé son pays au point de vue militaire et naval, comme Louis XIV n'avait pas fait, et j'espère que son règne ne connaîtra jamais les revers qui ont assombri sur la fin le règne de celui qu'on appelle banalement le roi Soleil. La République a commis une grande faute, à mon avis, en repoussant les amabilités du Hohenzollern ou en ne lui rendant qu'au compte-gouttes. Il s'en rend lui-même très bien compte et dit, avec ce don l'expression qu'il a, « Ce que je veux, c'est une poignée de main. Ce n'est pas un coup de chapeau. » Comme homme, il est vil. Il a abandonné, livré, renié ses meilleurs amis dans des circonstances où son silence a été aussi misérable que leur a été grand, continua M. de Charlus, qui, emporté toujours sur sa pente, glissait vers l'affaire Eulenburg et se rappelait le mot que lui avait dit l'un des inculpés les plus haut placés. Faut-il que l'empereur ait confiance en notre délicatesse pour avoir osé permettre un pareil procès? Mais d'ailleurs, il ne s'est pas trompé en ayant eu foi dans notre discrétion. Jusque sur l'échafaud, nous aurions fermé la bouche. Du reste, tout cela n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, à savoir qu'en Allemagne, prince médiatisé, nous sommes douche la horte, et qu'en France, dans notre rang d'altesse, étant publiquement reconnu. C'est Saint-Simon, oui, prétend que nous l'avions pris par abus, ce en quoi il se trompe parfaitement. La raison qu'il en donne, à savoir que Louis XIV nous fit faire défense de l'appeler le roi très chrétien et nous ordonna de l'appeler le roi tout court, prouve simplement que nous relevions de lui et nullement que nous n'avions pas la qualité de prince, sans quoi il aurait fallu le dénier au duc de Lorraine et à combien d'autres. D'ailleurs, plusieurs de nos titres viennent de la maison de Lorraine par Thérèse d'Épinois, ma bisaïeule, qui était la fille du damoiseau de Commercy. S'étant aperçu que Morel l'écoutait, M. de Charlus développa plus amplement les raisons de sa prétention. J'ai fait observer à mon frère que ce n'est pas dans la 3e partie du Gotha, mais dans la 2e, pour ne pas dire dans la 1re, que la notice sur notre famille devrait se trouver, dit-il, sans se rendre compte que Morel ne savait pas ce qu'était le Gotha. Mais c'est lui que ça regarde. Il est mon chef d'armes, et du moment qu'il le trouve bon ainsi, et qu'il laisse passer la chose, je n'ai qu'à fermer les yeux. Monsieur Brichot m'a beaucoup intéressé, dis-je à madame Verdurin qui venait à moi, et tout en mettant la lettre de madame de Cambremer dans ma poche. C'est un esprit cultivé, un brave homme, me répondit-elle froidement. Il manque évidemment d'originalité et de goût, il a une terrible mémoire. On disait des aïeux, des gens que nous avons ce soir, les immigrés, qu'ils n'avaient rien oublié. Mais ils avaient du moins l'excuse, dit-elle en prenant à son compte un mot de Swann, qu'ils n'avaient rien appris. Tandis que Brichot, c'est tout. Il nous jette à la tête, pendant le dîner, des piles de dictionnaire. Je crois que vous n'ignorez plus rien de ce que veut dire le nom de telle ville, de tel village. Pendant que madame Verdurin parlait, je pensais que je m'étais promis de lui demander quelque chose, mais je ne pouvais me rappeler ce que c'était. « Je suis sûre que vous parlez de Brichot, hein, Champy et Fraissinet. Il ne vous a fait grâce de rien. Je vous ai regardé, ma petite patronne. »« Je vous ai bien vu. J'ai failli éclater. » Je ne saurais dire aujourd'hui comment madame Verdurin était habillée ce soir-là.
Peut-être au moment ne le savais-je pas davantage, car je n'ai pas l'esprit d'observation. Mais, sentant que sa toilette n'était pas sans prétention, je lui dis quelque chose d'aimable et même d'admiratif. Elle était comme presque toutes les femmes, lesquelles s'imaginent qu'un compliment qu'on leur fait est la stricte expression de la vérité, et que c'est un jugement qu'on porte impartialement, irrésistiblement, comme s'il s'agissait d'un objet d'art ne se rattachant pas à une personne. Aussi, fût-ce avec un sérieux qui me fit rougir de mon hypocrisie, qu'elle me posa cette orgueilleuse et naïve question habituelle en pareille circonstance. « Cela vous plaît ?» « Vous parlez de Chantepie, je suis sûre, » dit M. Verdurand, s'approchant de nous. J'avais été seule, pensant à ma lustrine verte et à une odeur de bois, à ne pas remarquer qu'en énumérant ces étymologies, Brichot avait fait rire de lui. Et comme les impressions qui donnaient pour moi leur valeur aux choses étaient de celles que les autres personnes ou n'éprouvent pas, ou refoulent sans y penser, comme insignifiantes, et que par conséquent, si j'avais pu les communiquer, elles fussent restées incomprises, ou auraient été dédaignées. Elles étaient entièrement inutilisables pour moi, et avaient de plus l'inconvénient de me faire passer pour stupide aux yeux de madame Verdurin, qui voyait que j'avais gobé Brichot, comme je l'avais déjà paru à madame de Guermantes, parce que je me plaisais chez madame d'Arpajon. Pour Brichot, pourtant, il y avait une autre raison. Je n'étais pas du petit clan, et dans tout clan, qu'il soit mondain, politique, littéraire, on contracte une facilité perverse à découvrir dans une conversation, dans un discours officiel, dans une nouvelle, dans un sonnet, tout ce que l'honnête lecteur n'aurait jamais songé à y voir. Que de fois il m'est arrivé, lisant avec une certaine émotion un conte habilement filé par un académicien d'Isère et un peu vieillot, d'être sur le point de dire à Bloch ou à madame de Guermantes « Oh, comme c'est joli !» quand, avant que j'eusse ouvert la bouche, ils s'écriaient, chacun dans un langage différent, « Si vous voulez passer un bon moment, lisez un conte de un tel, la stupidité humaine n'a jamais été aussi loin. » Le mépris de Bloch provenait surtout de ce que certains effets de style, agréables du reste, étaient un peu fanés. Celui de madame de Guermantes, de ce que le conte semblait prouver justement le contraire de ce que voulait dire l'auteur, pour des raisons de fait qu'elle avait l'ingéniosité de déduire, mais auxquelles je n'eusse jamais pensé. Je fus aussi surpris de voir l'ironie que cachait l'amabilité apparente des Verdurins pour Brichot que d'entendre, quelques jours plus tard, à Féterne, les Cambremer me dire devant l'éloge enthousiaste que je faisais de la Raspelière « Ce n'est pas possible que vous soyez sincère. » Oh, après ce qu'ils en ont fait. Il est vrai qu'ils avouèrent que la vaisselle était belle. Pas plus que les choquants brise-bise, je ne l'avais vu. Enfin, maintenant, quand vous retournerez à Balbec, vous saurez ce que Balbec signifie, dit ironiquement M. Verdurin. C'étaient justement les choses que m'apprenait Brichot qui m'intéressaient. Quant à ce qu'on appelait son esprit, il était exactement le même qui avait été si goûté autrefois dans le petit clan. Il parlait avec la même irritante facilité, mais ses paroles ne portaient plus, avaient à vaincre un silence hostile ou de désagréables échos. Ce qui avait changé était non ce qu'il débitait, mais l'acoustique du salon et les dispositions du public. « Gare !» dit à mi-voix madame Verdurin en montrant Brichot. Celui-ci, ayant gardé l'ouïe plus perçante que la vue, jeta sur la patronne un regard vite détourné de myope et de philosophe. Si ses yeux étaient moins bons, ceux de son esprit jetaient en revanche sur les choses un plus large regard. Il voyait le peu qu'on pouvait attendre des affections humaines. Il s'y était résigné. Certes, il en souffrait,
il arrive que même celui qui, un seul soir, dans un milieu où il a l'habitude de plaire, devine qu'on l'a trouvé ou trop frivole, ou trop pédant, ou trop gauche, ou trop cavalier, ou rentre chez lui malheureux. Souvent, c'est à cause d'une question d'opinion, de système, qu'il a paru à d'autres absurde ou vieux jeu. Souvent, il sait à merveille ce que ces autres ne le valent pas. Il pourrait aisément disséquer les sophismes à l'aide desquels on l'a condamné tacitement. Il veut aller faire une visite, écrire une lettre. Plus sage, il ne fait rien. Attend l'invitation de la semaine suivante. Parfois aussi, ces disgrâces, au lieu de finir en une soirée, durent des mois. Due à l'instabilité des jugements mondains, elles l'augmentent encore. Car celui qui sait que Madame X le méprise, sentant qu'on l'estime chez Madame Y, la déclare bien supérieure et émigre dans son salon. Au reste, ce n'est pas le lieu de peindre ici ces hommes supérieurs à la vie mondaine, mais n'ayant pas su se réaliser en dehors d'elle, heureux d'être reçus, aigris d'être méconnus, découvrant chaque année les tares de la maîtresse de maison qu'ils encensaient et le génie de celle qu'ils n'avaient pas appréciée à sa valeur, quitte à revenir à leurs premières amours quand ils auront souffert des inconvénients qu'avaient aussi les secondes et que ceux des premières seront un peu oubliés. On peut juger, par ces courtes disgrâces, du chagrin que causait à Brichot celle qu'il savait définitive. Il n'ignorait pas que Madame Verdurin riait parfois publiquement de lui, même de ses infirmités, et sachant le peu qu'il faut attendre des affections humaines, s'y étant soumis, il ne considérait pas moins la patronne comme sa meilleure amie. Mais, à la rougeur qui couvrit le visage de l'universitaire, Madame Verdurin comprit qu'il l'avait entendu, et se promit d'être aimable pour lui pendant la soirée. Je ne pus m'empêcher de lui dire qu'elle l'était bien peu pour sa niette. « Comment pas gentil? Mais il nous adore, vous ne savez pas ce que nous sommes pour lui. Mon mari est quelquefois un peu agacé de sa stupidité, il faut avouer qu'il y a de quoi. Mais dans ces moments-là, pourquoi ne se rebuffe-t-il pas davantage, au lieu de prendre ses airs de chien couchant? Ce n'est pas franc, je n'aime pas cela. Ça n'empêche que je tâche toujours de calmer mon mari, parce que, s'il allait trop loin, sa liette n'aurait qu'à ne pas revenir, et cela je ne voudrais pas, parce que je vous dirais qu'il n'a plus de sous. Il a besoin de ses dîners. Oh, et puis après tout, s'il se croise qu'il ne revienne pas, moi ce n'est pas mon affaire. Quand on a besoin des autres, on tâche de ne pas être aussi idiot. Le duché d'Aumale a été longtemps dans notre famille, avant d'entrer dans la maison de France, expliquait M. de Charlus à M. Cambremer, devant Morel, ébahi, et auquel, à vrai dire, toute cette dissertation était sinon adressée, du moins destinée. Nous avions le pas sur tous les princes étrangers. Je pourrais vous en donner 100 exemples. La princesse de Croix, ayant voulu à l'enterrement de monsieur se mettre à genoux après ma trésailleule, celui-ci lui fit vertement remarquer qu'elle n'avait pas le droit au carreau, le fit retirer par l'officier de service et porta la chose au roi, qui ordonna à Madame de Croix d'aller faire des excuses à Madame de Guermantes chez elle. Le duc de Bourgogne étant venu chez nous avec les huissiers, la baguette levée, nous obtîmes du roi de la faire abaisser. Je sais qu'il y a mauvaise grâce à parler des vertus des siens, mais il est bien connu que les nôtres ont toujours été de l'avant à l'heure du danger. Notre cri d'armes, quand nous avons quitté celui des ducs de Brabant, a été passe avant, de sorte qu'il est en somme assez légitime que ce droit d'être partout les premiers que nous avions revendiqué pendant tant de siècles à la guerre, nous l'ayons obtenu ensuite à la cour. Et dame, nous a toujours été reconnu. Je vous citerai encore comme preuve la princesse de Baden. Comme elle s'était oubliée jusqu'à vouloir disputer son rang à cette même duchesse de Guermantes, de laquelle je vous parlais tout à l'heure, et avait voulu entrer la première chez le roi en profitant d'un mouvement d'hésitation qu'avait peut-être eu ma parente, bien qu'il n'y en eût pas à en avoir, le roi cria vivement « Entrez, entrez, ma cousine !»
Madame de Baden sait trop ce qu'elle vous doit. Et c'est comme duchesse de Guermantes qu'elle avait ce rang, bien que par elle-même elle fût d'assez grande naissance, puisqu'elle était par sa mère nièce de la reine de Pologne, de la reine d'Hongrie, de l'électeur palatin, du prince de Savoie-Carignan et du prince d'Hanovre, ensuite roi d'Angleterre. Mécénas atavis edite regibus, dit Brichot, en s'adressant à M. de Charlus, qui répondit par une légère inclination de tête à cette politesse. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Madame Verdurin à Brichot, envers qui elle aurait voulu tâcher de réparer ses paroles de tout à l'heure. Je parlais, Dieu m'en pardonne, d'un dandy qui était la fleur du gratin. Madame Verdurin fronça les sourcils. Environ le siècle d'Auguste. Madame Verdurin, rassurée par l'éloignement de ce gratin, prit une expression plus sereine. D'un ami de Virgile et d'Horace, qui poussait la flagornerie jusqu'à lui envoyer en pleine figure ses ascendances plus qu'aristocratiques, royales. En un mot, je parlais de Mécène, d'un rat de bibliothèque qui était ami d'Horace, de Virgile, d'Auguste. Je suis sûre que M. de Charlus sait très bien à tous égards qui était Mécène. Regardant gracieusement Madame Verdurin du coin de l'œil, parce qu'il l'avait entendu donner rendez-vous à Morel pour le surlendemain et qu'il craignait de ne pas être invité. Je crois, dit M. de Charlus, que Mécène, c'était quelque chose comme le Verdurin de l'Antiquité. Madame Verdurin ne put réprimer qu'à moitié un sourire de satisfaction. Elle alla vers Morel. « Il est agréable, l'ami de vos parents, lui dit-elle. On voit que c'est un homme instruit, bien élevé. Il fera bien dans notre petit noyau. Où donc demeure-t-il à Paris ?» Morel garda un silence hautain et demanda seulement à faire une partie de cartes. Madame Verdurin exigea d'abord un peu de violon. À l'étonnement général, M. de Charlus, qui ne parlait jamais des grands dons qu'il avait, accompagna, avec le style le plus pur, le dernier morceau, inquiet, tourmenté, schumannesque, mais enfin antérieur à la sonate de Franck, de la sonate pour piano et violon de Fauré. Je sentis qu'il donnerait à Morel, merveilleusement doué pour le son et la virtuosité, précisément ce qui lui manquait, la culture et le style. Mais je songeais avec curiosité à ce qui unit chez un même homme une tare physique et un don spirituel. M. de Charlus n'était pas très différent de son frère, le duc de Guermantes. Même tout à l'heure, et cela était rare, il avait parlé un aussi mauvais français que lui, me reprochant, sans doute, pour que je parlasse en termes chaleureux de Morel, à Madame Verdurin, de n'aller jamais le voir, et moi, invoquant la discrétion, il m'avait répondu « Mais puisque c'est moi qui vous le demande, il n'y a que moi qui pourrais m'en formaliser. » Cela aurait pu être dit par le duc de Guermantes. M. de Charlus n'était en somme qu'un Guermantes. Mais il avait suffi que la nature déséquilibrât suffisamment en lui le système nerveux pour qu'au lieu d'une femme, comme eût fait son frère le duc, il préférât un berger de Virgile ou un élève de Platon. Et aussitôt des qualités inconnues au duc de Guermantes, et souvent liées à ce déséquilibre, avaient fait de M. de Charlus un pianiste délicieux, un peintre amateur qui n'était pas sans goût, un éloquent discoureur. Le style rapide, anxieux, charmant, avec lequel M. de Charlus jouait le morceau schumannesque de la sonate de Fauré, qui aurait pu discerner que ce style avait son correspondant, on ose dire sa cause, dans des parties toutes physiques, dans les défectuosités de M. de Charlus. Nous expliquerons plus tard ce mot de défectuosité nerveuse et pour quelle raison un grec du temps de Socrate, un romain du temps d'Auguste pouvaient être ce qu'on sait, tout en restant des hommes absolument normaux et non des hommes-femmes comme on en voit aujourd'hui. De même qu'il avait de réelles dispositions artistiques, non venues à terme, M. de Charlus avait, bien plus que le duc, aimé leur mère, aimé sa femme, et même des années après, quand on lui en parlait, il avait des larmes, mais superficielles,
comme la transpiration d'un homme trop gros dont le front pour un rien s'humecte de sueur. Avec la différence qu'à ceci on dit « Oh, mais comme vous avez chaud !» tandis qu'on fait semblant de ne pas voir les pleurs des autres. On, c'est-à-dire le monde, car le peuple s'inquiète de voir pleurer, comme si un sanglot était plus grave qu'une hémorragie. La tristesse qui suivit la mort de sa femme, grâce à l'habitude de mentir, n'excluait pas chez M. de Charlus une vie qui n'y était pas conforme. Plus tard même, il eut l'ignominie de laisser entendre que pendant la cérémonie funèbre, il avait trouvé le moyen de demander son nom et son adresse à l'enfant de cœur. Et c'était peut-être vrai. Le morceau fini, je me permis de réclamer du franc, ce qui eut l'air de faire tellement souffrir Madame de Cambremer que je n'insistai pas. « Oh, vous ne pouvez pas aimer ça, » me dit-elle. Elle demanda à la place « Fête de Debussy », ce qui fit crier « Ah, mais c'est sublime !» dès la première note. Mais Morel s'aperçut qu'il ne savait que les premières mesures, et par gaminerie, sans aucune intention de mystifier, il commença une marche de Meyerbeer. Malheureusement, comme il laissa peu de transition et ne fit pas d'annonce, tout le monde crut que c'était encore du Debussy, et on continua à crier « Oh, sublime !» Morel, en relevant que l'auteur n'était pas celui de Péléas, mais de Robert le Diable, jeta un certain froid. Madame de Cambremer n'eut guère de temps de ressentir pour elle-même, car elle venait de découvrir un cahier de Scarlatti, et elle s'était jetée dessus avec une impulsion d'hystérie. « Oh, mais jouez ça! Oh, tenez ça! C'est divin, ça !» criait-elle. Et pourtant, de cet auteur longtemps dédaigné, promu depuis peu aux plus grands honneurs, ce qu'elle élisait dans son impatience fébrile, c'était un de ces morceaux maudits qui vous ont si souvent empêché de dormir et qu'une élève sans pitié recommence indéfiniment à l'étage contigu au vôtre. Mais Morel avait assez de musique, et comme il tenait à jouer aux cartes, M. de Charlus, pour participer à la partie, aurait voulu un whist. Il a dit tout à l'heure au patron qu'il était prince d'Isquimé à Madame Verdurin, mais ce n'est pas vrai, il est d'une simple bourgeoisie de petits architectes. Je veux savoir ce que vous disiez de mes scènes. Ça m'amuse, moi. Na, redit Madame Verdurin à Brichot, par une amabilité qui grisa celui-ci, aussi pour briller aux yeux de la patronne, et peut-être aux miens. Mais, à vrai dire, madame, mes scènes m'intéressent surtout parce qu'il est le premier apôtre de marque de ce Dieu chinois qui compte aujourd'hui en France plus de spectateurs que Brahma, que le Christ lui-même, le très puissant Dieu, je m'en fous. Madame Verdurin ne se contentait plus, dans ces cas-là, de plonger sa tête dans sa main. Elle s'abattait, avec la brusquerie des insectes appelés éphémères, sur la princesse Sherbatov. Si celle-ci était à peu de distance, la patronne s'accrochait à l'aisselle de la princesse, y enfonçait ses ongles et cachait pendant quelques instants sa tête comme un enfant qui joue à cache-cache. Dissimulée par cet écran protecteur, elle était censée rire aux larmes et pouvait aussi bien ne penser à rien du tout que les gens qui, pendant qu'ils font une prière un peu longue, ont la sage précaution d'ensevelir leur visage dans leurs mains. Madame Verdurin les imitait en écoutant les quatuors de Beethoven pour montrer à la fois qu'elle les considérait comme une prière et pour ne pas laisser voir qu'elle s'endormait. « Je parle fort sérieusement, madame, dit Brichot. Je crois que trop grand est aujourd'hui le nombre des gens qui passent leur temps à considérer leur nombril comme s'ils étaient le centre du monde. En bonne doctrine, je n'ai rien à objecter à je ne sais quel nirvana qui tente à nous dissoudre dans le grand tout, lequel, comme Munich et Oxford, est beaucoup plus près de Paris qu'Asnières ou Bois-Colombes. Mais il n'est ni d'un bon Français, ni même d'un bon Européen, quand les Japonais sont peut-être aux portes de notre Byzance, que des antimilitaristes socialisés discutent gravement sur les vertus cardinales du vers libre.
Madame Verdurin crut pouvoir lâcher l'épaule meurtrie de la princesse, et elle laissa réapparaître sa figure, non sans feindre de s'essuyer les yeux et sans reprendre 2 ou 3 fois son haleine. Mais Brichot voulait que j'eusse ma part de festin, et ayant retenu les soutenances de thèse qui précidaient comme personne, qu'on ne flatte jamais tant la jeunesse qu'en la morigénant, en lui donnant de l'importance, en se faisant traiter par elle de réactionnaire. « Je ne voudrais pas blasphémer les dieux de la jeunesse, dit-il, en jetant sur moi ce regard furtif qu'un orateur accorde à la dérobée à quelqu'un présent dans l'assistance et dont il cite le nom. Je ne voudrais pas être damné comme hérétique et relapse dans la chapelle malarméenne où notre nouvel ami, comme tous ceux de son âge, a dû servir la messe ésotérique, au moins comme enfant de cœur, et se montrer déliquescent ou rose-croix. Mais vraiment, nous en avons trop vu de ces intellectuels adorant l'art avec un grand A, et qui, quand il ne leur suffit pas de s'alcooliser avec du Zola, se font des piqûres de Verlaine. Devenus hétéromanes par dévotion baudelérienne, ils ne seraient plus capables de l'effort viril que la patrie peut un jour ou l'autre leur demander, anesthésiés qu'ils sont par la grande névrose littéraire, dans l'atmosphère chaude, énervante, lourde des relents malsains d'un symbolisme de fumerie d'opium. Incapable de feindre l'ombre d'admiration pour le couplet inepte et bigarré de Brichot, je me détournai vers Ski et lui assurai qu'il se trompait absolument sur la famille à laquelle appartenait M. de Charlus. Il me répondit qu'il était sûr de son fait et ajouta que je lui avais même dit que son vrai nom était Gandin, le Gandin. « Je vous ai dit, lui répondis-je, que M. de Cambremer était la sœur d'un ingénieur, M. le Grandin. Je ne vous ai jamais parlé de M. de Charlus. Il y a autant de rapports de naissance entre lui et M. de Cambremer qu'entre le Grand Condé et Racine. »« Ah, je croyais, » dit Ski, légèrement sans plus s'excuser de son erreur que quelques heures avant de celle qu'il avait failli nous faire manquer le train. « Est-ce que vous comptez rester longtemps sur la côte ?» demanda Madame Verdurin à M. de Charlus, en qui elle pressentait infidèle et qu'elle tremblait de voir rentrer trop tôt à Paris. « Mon Dieu, on ne sait jamais, » répondit d'un ton nasillard et traînant M. de Charlus. « J'aimerais rester jusqu'à la fin de septembre. »« Vous avez raison, » dit Madame Verdurin, « c'est le moment des belles tempêtes. À bien vrai dire, ce n'est pas ce qui me déterminerait. J'ai trop négligé depuis quelque temps l'archange Saint-Michel, mon patron, et je voudrais le dédommager en restant jusqu'à sa fête le 29 septembre à l'abbaye du Mont. »« Ça vous intéresse beaucoup, ces affaires-là » demanda Madame Verdurin, qui eût peut-être réussi à faire taire son anticléricalisme blessé, si elle n'avait craint qu'une excursion aussi longue ne fît lâcher pendant 48 heures le violoniste et le baron. « Vous êtes peut-être affligé de surdité intermittente, répondit insolemment M. de Charlus. « Je vous ai dit que Saint-Michel était un de mes glorieux patrons. » Puis, souriant avec une bienveillante extase, les yeux fixés au loin, la voix accrue par une exaltation qui me sembla plus qu'esthétique, religieuse. C'est si beau à l'offertoire, quand Michel se tient debout, près de l'autel, en robe blanche, balançant un encensoir d'or, et avec un tel amas de parfums que l'odeur en monte jusqu'à Dieu. « On pourrait y aller en bande, » suggéra Madame Verdurin, malgré son horreur de la calotte. À ce moment-là, dès l'offertoire, reprit M. de Charlus, qui, pour d'autres raisons, mais de la même manière que les bons orateurs à la chambre, ne répondait jamais à l'interruption et feignait de ne pas l'avoir entendue. Ce serait ravissant de voir notre jeune ami palestrinisant et exécutant même une aria de Bach. Il serait fou de joie, le bon abbé aussi, et c'est le plus grand hommage, du moins le plus grand hommage public, que je puisse rendre à mon saint patron. Quelle édification pour les fidèles! Nous en reparlerons tout à l'heure au jeune Angelico musical, militaire comme Saint-Michel.